commencer, juste pour me situer, moi je travaille sur le WordPress Photo, qui est en fait une institution de sacralisation qui est vraiment la plus importante des images de presse. Donc, c'est un concours international qui se tient annuellement depuis 1955. C'est plus de 100 000 photographies qui sont soumises par plus de 5 000 photographes annuellement. C'est également un jury formé de pairs pour laquelle la composition est renouvelée chaque année. C'est également une fondation dont la vocation première est de tracer des ponts entre les photographes et la population, notamment par le vaste déploiement annuel de l'ensemble des images lauréates à travers une exposition et la publication d'un catalogue. Enfin, c'est une académie dispensant diverses formations aux jeunes photojournalistes prometteurs. Donc, la question qui m'intéresse ici dans le cadre de cette table ronde sur la représentation de la violence se situe au point de convergence où le photojournalisme rencontre l'histoire de l'art. Je m'intéresse à un phénomène qui se retrouve en filigrane derrière la polémique que souleva une fois de plus l'annonce de l'image lauréate du WordPress Photo of the Year 2012, en février dernier, et que l'on peut résumer ainsi: la peinture doit-elle être l'exemple à suivre pour le photojournalisme afin de nous tirer des larmes? Donc, c'est une question qui touche à l'authenticité de l'image de presse. Car établir un lien avec la peinture en est établir un nécessairement avec la manipulation de la matière et la mise en scène des éléments de l'image, et donc de l'ordre de la création et de la fiction. Or, dans l'imaginaire contemporain, la fiction est incompatible avec le métier de photojournalisme qui recherche l'authenticité documentaire. Donc, je crois que c'est un questionnement qui rejoint ceux de Marfière concernant un marché de l'empathie, sous la forme de l'emprunt d'une formule éprouvée pour soutirer des larmes. Je m'explique. Ce rapprochement avec l'art du pinceau se situe à deux niveaux. Premièrement, au niveau de l'image en tant que résultat physique imprimable. On touche ici à la question de la retouche, par exemple. Donc, c'est un point dont s'occupent assez clairement les codes de déontologie, admettant aux nouvelles technologies numériques le même niveau de retouche que ce qui était permis au temps de l'image analogique. Je pense notamment à la retouche de la couleur, au travail des sombres et des clairs, etc. Donc, pour le deuxième point, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'analogie avec le peintre prise au niveau du contenu de l'image elle-même. Car l'image en tant que telle est opaque. C'est la notice ou l'article de journaux qui fixe son sens concernant le sujet d'actualité dont elle relève. C'est volontairement que je ne vous informe pas sur le contexte de la prise de vue des images que je vous présente. En effet, mon intérêt porte sur l'image elle seule. Donc, le but étant de porter votre attention sur un phénomène théorisé par Anne Beyaert sous l'appellation de récurrence de motifs iconologiques, ou encore par Clément Chiroux comme une inter-iconicité. Donc, dans un premier temps, il importe de définir ce que nous entendons par récurrence de motifs. Ces motifs, nous les disons iconologiques à la suite d'Anne Beyaert, qui, se référant à Panofsky, souligne ainsi leur caractère secondaire ou conventionnel, la signification se stabilisant autour d'une règle d'interprétation. À cette aune, une femme éplorée se laisse identifier à un motif iconographique. Cependant, certains traits particuliers, tels que le voile, suffisent à l'inscrire dans un thème qui dote le motif d'un contenu sémantique conventionnel, lui donnant un statut iconologique. La notion de récurrence ne réfère pas à la répétition d'une forme définie sur un support quelconque, comme par exemple un tissu à motif de fleurs, mais à son occurrence ponctuelle sous diverses pratiques et médiums au fil des ans, ce que Deleuze nomme joliment le bégaiement visuel de l'histoire. Le concept de motif se situe donc au niveau de l'image, indépendamment de son médium support. En 1992, dans son ouvrage majeur sur la photographie, Suzanne Sontag relève une coïncidence entre la photographie de presse et la composition formelle de certaines des œuvres les plus marquantes de la peinture, coïncidence qu'elle attribue simplement au hasard. Mais la persistance de ce phénomène continue à faire couler beaucoup d'encre. En 2012, c'est une critique qui revient en force alors que le débat se cristallise autour de la photographie de Samuel Aranda, sacré WordPress Photo of the Year.
l'annonce du récipiendaire du plus prestigieux prix de la profession ne manque pas de provoquer les réactions. L'on s'insurge à l'évocation d'un vague air familier, alors que des titres tels que « Piété islamique sous le voile, la révolte » ou encore « L'image gagnante réfère-t-elle à la Piété de Michel-Ange » catalysent ce sentiment, dans un premier temps vers un motif précis, puis vers une œuvre spécifique. Figurant une femme voilée étreignant son fils, torse nu, blessé lors d'une manifestation contestant le régime gouvernemental autoritaire du Yémen, l'image évoque fortement la Piété de Michel-Ange. Elle s'inscrit ainsi dans la lignée de nombreuses compositions peintes ou sculptées représentant la Vierge éplorée, seule ou accompagnée d'autres personnages et portant sur ses genoux le Christ mort. De plus, cette photographie s'inscrit à la suite de 2 images précédemment récompensées des mêmes honneurs, soit la WordPress Photo of the Year 1990, redevable à Georges Mérillon, et la Madone de Ben Talma de Oxine, ainsi surnommée en référence à la ville algérienne où fut perpétré en 1997 le massacre illustré. En engendrant chez le regardeur une sensation de déjà-vu, la récurrence de motifs nourrit un discours soutenant l'affirmation d'un manque de créativité d'une profession engluée dans une répétition des thèmes, des sujets et des points de vue. De plus, elle pose un problème éthique en regard de la profession. Alors que le photojournaliste se définit comme le témoin impartial d'un fait ou d'un événement d'actualité, son appareil étant ainsi soumis à la contingence par sa volonté de non-ingérence, la récurrence de motifs suggère fortement la participation active du producteur de l'image dans la composition de la scène. Ceci implique alors une manipulation de la scène et des acteurs, entachant le caractère d'authenticité de l'image. La pratique du photojournalisme s'effectue dans le cadre d'un contrat énonciatif très restrictif, dans lequel la contingence joue un rôle majeur dans la production d'une vérité authentique. Une photographie de presse est qualifiée d'authentique lorsqu'aucune intentionnalité n'est venue la falsifier. Les actants ne posent pas et le photographe témoigne sincèrement. Le motif chronologique se situe pour sa part à l'autre bout du spectre de la contingence, puisqu'il suggère une vérité typée par l'ingérence du photographe. En effet, l'encadrement éthique du photojournalisme, dictant une fidélité à l'événement et au modèle, ne laisse que très peu de manœuvre au sujet producteur de l'image. Toutefois, celle-ci peut s'avérer suffisante lorsque, l'expérience se manifestant, le photographe sait trouver l'angle de vue et le cadrage adéquat au surgissement d'un tel motif. De plus, avant de déduire à l'ingérence et à la manipulation devant une Piété étalée en première page des journaux, il convient également de s'intéresser aux autres facteurs en jeu externes au photographe. Dans un premier temps, je soulignerai l'inévitable fraternité des événements, chacun se produisant dans une lignée convoquant les précédents. Les thèmes se répètent ainsi sans cesse, sans que les images se succédant ne soient les mêmes. Puisque la photographie de presse se voue, comme les genres majeurs de la peinture, aux drames humains, il n'est guère surprenant qu'elle en reproduise les motifs. Aussi, l'étude des théories développées par l'anthropologie du geste s'avère-t-elle fort intéressante, puisqu'elle nous apprend à reconnaître les codes sociaux régissant les événements protocolaires, pour donner un exemple. La rigidité dans l'enchaînement chorégraphique des moments mis en scène ne peut que concourir à une parenté visuelle et esthétique entre ceux-ci. Il y a donc nécessairement connivence entre leur répétition et celle du cliché. Pour sa part, la sociologie met l'accent sur un autre phénomène, l'effet référentiel. Celui-ci révélant la tendance mimétique qu'adoptent certaines personnes devant la caméra en reproduisant les manières d'une célébrité. Ceci porte la question de la citation visuelle au niveau du sujet photographié, car c'est alors ce dernier qui cite une personne célèbre dans un geste de déférence et d'identification ou de défi et de critique. Enfin, le dernier aspect de l'inquiétude provoquée par la récurrence de motifs iconologiques provient d'un constat phénoménologique de mise à distance du sujet photographié par la signification modélisée du motif. La force de celle-ci viendrait recouvrir l'histoire individuelle, la généralité écrasant la particularité et se substituant à elle. Le sujet se trouve fusionné
avec le signe. On assiste alors à une incorporation du sujet dans le motif lui-même et sa tradition. Les personnages saisis par l'œil photographique de Samuel Aranda, par exemple, transcendant ainsi leur individualité pour incarner le symbole du printemps arabe. Cependant, le recours au motif procure à l'image de presse une efficacité supplémentaire dans le rendu de l'événement. Référer au motif, c'est adhérer à un modèle figuratif conventionnel dont la photogénie a été longuement éprouvée par l'usage. Adopter face à la contingence un point de vue évoquant une composition déjà connue revient à reconnaître cette photogénie qui sanctionnerait alors en quelque sorte le meilleur dessin de l'événement. En convoquant la mémoire collective, le motif introduit un socle de réception cognitif, affectif et éthique, délivrant l'observateur de sa solitude en offrant le soutien de l'actant collectif construit par l'histoire. En effet, la récurrence de motifs assure un socle stable à nos investissements psychiques, participant d'une enveloppe groupale culturelle. Car retrouver les mêmes images dans nos lieux familiers participe d'une confirmation essentielle de notre identité. Le motif signale une attente face au spectateur, le souhait d'une réaction dont l'action représentée trace le schéma. Les motifs chronologiques servent à émouvoir, puis mouvoir son récepteur. Ceci explique aussi le malaise culturel qui s'ensuit lorsqu'un motif propre à une tradition est déplacé dans une autre, comme c'est le cas ici pour la Pietà figurant une Madone voilée. L'on a reproché aux photographes de jeter par cette stratégie visuelle un regard occidental sur une réalité orientale. En conclusion, une standardisation découlant d'une récurrence de motifs ne m'apparaît pas comme le signe de sclérosation de la créativité photojournalistique, mais plutôt comme l'indice d'un changement dans les stratégies visuelles de la profession. La polysémie de l'image s'en trouve contrôlée, ce qui permet de prévoir et guider l'interprétation des lecteurs de l'article. Le recours aux motifs chronologiques par le photojournalisme concorde avec les critères d'emphase et de mémorisation ainsi que de lisibilité de l'événement valorisés par la discipline. Je terminerai ainsi, car révéler une image du monde ne signifie pas révéler le monde lui-même, pour citer Tisseron. Le propre de l'imaginaire photographique est de confondre les deux.